Donc bonjour à tous, il est 18h30, on va pouvoir commencer cette conférence sur la fourbure. J'espère que vous m'entendez tous bien et que vous me voyez tous. Hein, si vous rencontrez des problèmes de connexion ou de son, surtout n'hésitez pas à en faire part à ma collègue sur le chat public qui essaiera elle de résoudre dans la mesure de ses moyens de résoudre le problème. Voilà. Donc, si tout le monde est bien là, a priori tout le monde entend bien, j'ai pas de retour, donc c'est que ça doit aller. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Michel Goubeau, je suis formateur à l'ESCE, hein, donc l'École supérieure du cheval et de l'équitation sur le site du Pin, depuis 1985, et j'ai formé aux alentours de 300-350 maréchaux ferrants, hein, qui sont maintenant sur le circuit. J'ai tourné quelque temps sur la scène des concours de maréchalerie, tant au niveau national qu'au niveau international, hein, et donc avec des résultats, on va dire, assez sympathiques. Voilà, donc ce soir, je vais vous présenter une petite conférence entre 15 et 20 minutes sur la fourbure, hein, qui fera en fait la clôture d'une série de 3 conférences. Les 2 premières étaient faites par ma collègue Marie Delru, vétérinaire, qui elle a abordé la fourbure, on va dire, de façon très clinique et avec l'œil du vétérinaire. Donc moi, je vais essayer de conclure en donnant l'avis un petit peu du maréchal. Donc il va y avoir un petit peu de... En fait, je vais essayer de suivre les traitements qui ont évolué selon la recherche et pour arriver à ce qu'on fait à peu près aujourd'hui et qui fonctionne pas trop mal. Voilà. Donc cette présentation, oui, va durer entre 15 et 20 minutes. On va la finir sur une quinzaine de minutes où j'essaierai de répondre au mieux aux questions que vous auriez pu poser. Ah, donc pareil, vous pouvez poser les questions sur le chat et à la fin, j'essaierai tant bien que mal de pouvoir y répondre. Voilà. Je dois vous rappeler que le chat est enregistré, hein, donc c'est un chat public, et vous pourrez par la suite le revisionner. On vous donnera toutes les façons de le faire à la fin de la présentation. Voilà, donc dans un souci de facilité, surtout pour ceux qui ont une connexion un peu faible, je vais couper ma vidéo et je vais commencer cette présentation, hein, qui va durer, je vous dis, entre 15 et 20 minutes. Quoi. Voilà, donc je coupe la vidéo et on va pouvoir commencer la présentation. Voilà, donc étymologiquement, le mot fourbure, ça vient du vieux français, hein, fourbeur ou fourboire, qui voulait dire en fait boire à l'excès ou boire froid, on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une pododermatite aseptique diffuse, mais le terme fourbure reste encore très très présent, hein, dans la tête des gens. C'est beaucoup plus simple de parler de fourbure. Voilà. Donc, pour résumer les conséquences d'une fourbure, il faut garder à l'esprit que le cheval est suspendu dans sa boîte cornée, hein, par une jonction de feuillets de chair et de feuillets de corne, hein, ce qu'on appelle le podophile et le kéraphile. Ces 2 structures sont imbriquées. Alors, j'essaye de prendre le petit pointeur. Voilà. Voilà. Donc les 2 structures sont imbriquées les unes dans les autres, à l'image de 2 livres, hein, qui se feraient face, hein, un livre de chair, un livre de corne, et les pages s'alternent les unes après les autres. Voilà. En aucun cas le cheval est en appui au fond du sabot, bien sûr. Pour faire simple, si la sole et la fourchette étaient retirées de la boîte cornée, le cheval ne serait pas gêné pour se déplacer sur un sol parfaitement lisse, bien entendu. Voilà. Donc mécaniquement, je vais attendre que je ne sais pas si les diapos se chargent assez vite. J'ai un petit peu de mal à les voir. Voilà, donc mécaniquement,
La jonction du podophile et du kéraphile dans la région dorsale du sabot n'étant plus assurée, le simple fait du poids du cheval oblige la phalange distale à opérer une rotation vers l'avant, hein, on appelle ça une antéversion, qui peut aller jusqu'à traverser la sole. Donc, dans le cas les plus graves, si le désengrainement affecte le reste de la jonction sur les faces latérales et médiales du sabot, la phalange distale va descendre au fond de la boîte cornée en compressant la chair veloutée qui recouvre toute la surface de la sole et de la fourchette. C'est ce que l'on appelle une fourbure avec effondrement. Donc là, on voit ici un pied. J'essaye de. Voilà. On voit ici un pied bien constitué avec des alignements assez réguliers. Et là, on voit bien que la pointe de la fourchette, la pointe de la troisième phalange, pardon, est descendue vers le bas et on a un énorme désengrainement ici, dû justement à la désolidarisation kéraphile-podophile. Voilà. Donc longtemps, on a considéré que c'était une congestion des pieds due à un afflux sanguin trop important qui faisait exploser le système vasculaire au niveau des capillaires dans le sabot. On pensait déjà à un problème de toxines qui pouvait épaissir le sang et accélérer le rythme cardiaque. En résumé, c'est du sang qui arrive trop vite pour une vitesse de passage dans le sabot insuffisante. On peut imaginer un petit peu comme un tuyau d'arrosage d'un diamètre trop faible. Si on cherche vraiment à envoyer trop de pression dedans, le tuyau explose. C'est pour donner un peu une image de ce qu'on croyait à l'époque, ce qui se passait. Donc à l'époque, le traitement consistait à faire diminuer la pression sanguine en pratiquant une saignée au niveau de la veine jugulaire, mais aussi au niveau de la couronne des pieds. On recommandait aussi de laisser les pieds du cheval dans de l'eau très froide. Souvent, on mettait les chevaux dans une rivière ou dans un endroit comme ça, de façon, en fait, ce qu'on recherchait, c'était un but antalgique, mais aussi dans un but de constriction des vaisseaux. Le froid réduit un petit peu les vaisseaux, donc on avait moins d'épanchement de sang et les chevaux s'en trouvaient pas plus mal. Maintenant, le travail du maréchal, il consistait à poser un fer dont le but était de bloquer la bascule vers l'avant de la troisième phalange. Ce fer, c'était ce qu'on appelle le fer Schneider, qu'on voit ici. C'était un fer à planche, en fait, un fer à planche sur lequel on rajoutait une traverse médiale qui partait de la pince et qui venait se raccorder sur la planche du fer. L'énorme compression qu'occasionnait ce fer-là sur la chair veloutée rendait impossible la régénération de son système vasculaire. Mais bon, cependant, quand ce fer était posé sans compression de la sole, il donnait d'excellents résultats. Il y a eu énormément de chevaux sauvés grâce à ça. Par contre, le poids élevé de ce fer-là le rendait difficile à poser, sachant que le cheval ne supportait plus la moindre percussion. Et un fer lourd sur un pied comme ça, où on a du mal à mettre les clous et où la corne est déjà très abîmée, ça rendait difficile l'application de ce traitement. Donc, un peu plus tard, dans les années 80, on découvre la présence de shunts artério-veineux, qui sont en quelque sorte des raccourcis entre les artères et les veines. Leur rôle, c'est de réguler l'irrigation sanguine dans le système vasculaire du sabot. C'est en partie grâce à ce système de shunt que les pieds du cheval ne peuvent pas geler. Donc les commandes d'ouverture et de fermeture de ces shunts ne sont pas tout à fait identifiées, mais on sait que certaines endotoxines bactériennes peuvent les bloquer en position ouverte. Ce qui provoque forcément, si elles sont en position ouverte, le sang ne va plus jusqu'à l'extrémité des pieds. Ça provoque des ischémies. Et cette ischémie, en fait, se localise sur les lamelles podophilaires qui de ce fait, provoque un désengrainement des feuillets du kéraphile. Donc la présence massive des endotoxines dans le sang peut s'expliquer de la manière suivante. Après une ingestion excessive de matière azotée associée aux carbohydrates contenus dans l'estomac, la fermentation qui en résulte modifie la flore digestive et neutralise un grand nombre de bactéries chargées à l'origine de canaliser ces endotoxines. Donc, en l'absence de ces bactéries, les endotoxines se propagent dans l'organisme par la voie du système sanguin. Donc, le traitement, forcément, évolue. La priorité étant d'enrayer cette ischémie et de favoriser la revascularisation à l'intérieur du sabot. On préférera réchauffer les pieds dans le but de dilater les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire
exactement le contraire de ce qu'on faisait avant. Mais ça, les maréchaux essayaient de faire pour le mieux avec les connaissances et surtout les conseils et les prescriptions des vétérinaires, hein, qui eux aussi pataugeaient un petit peu au départ pour cette maladie. Voilà, donc maintenant d'un point de vue ferrure, on abandonne tout doucement le fer Schneider, hein, au profit du fer en cœur ou du fer en M, hein, associé à une avulsion de la paroi en région dorsale, dans le but de diminuer les pressions occasionnées par l'antéversion de P3. Effectivement, quand P3 basculait, la partie proximale de P3 venait écraser les chairs, les chairs feuilletées sur le bourrelet coronaire, hein, c'est-à-dire sur la gouttière cutigérale, donc l'endroit précis où se trouve, où siège le cordon, le bourrelet principal qui produit donc la paroi. Hein, donc on enlevait, hein, on le voit bien ici, on faisait une ouverture dans le sabot de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune barrière pour la surpression que provoquait la bascule de la phalange. Voilà. Donc, plus tard, d'autres recherches ont mis en évidence, j'attends que ça charge, voilà. Plus tard, donc, on a d'autres recherches qui ont mis en évidence la présence d'une fine membrane appelée la membrane basale, hein, en fait, qui est située entre les deux réseaux lamellaires secondaires du podophile et du caraphile. Hein. La destruction de certaines protéines qui la composent par les endotoxines serait à l'origine du désengrainement, et ce, avant l'ischémie, qui ne serait que la conséquence de ce dérèglement. Bon, pour nous, concrètement, pour les maréchaux, nous, ça n'a pas changé grand-chose à notre façon de travailler. Hein, mais par contre, dans les traitements, on a quand même, il y a eu quand même pas mal de changements. Du coup, cette nouvelle avancée fait revenir à un traitement antérieur, à savoir un retour à la saignée à la jugulaire, non plus dans le but de décongestionner les pieds, mais dans celui de drainer les endotoxines circulant dans le sang. Hein, donc ça, forcément, cette saignée, elle était faite dans les premières 72 heures. Hein, autrement, elle n'avait aucun intérêt. Et un retour à l'eau froide. Même chose, le retour à l'eau froide, non plus dans un but de constriction des vaisseaux sanguins, mais dans celui de diminuer l'activité enzymatique responsable de la destruction des protéines. Hein, donc si on regarde bien, en fait, les premiers traitements étaient les bons, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. Donc l'application du fer en cœur, en plus, à la suite de ça, associée à une silicone de soutien des parties postérieures du sabot, est régulièrement préconisée. Cette combinaison a fait obtenir d'excellents résultats, mais surtout faisait obtenir des résultats immédiats. Là, on voit par exemple sur cette photo, on voit un cheval qui vient d'arriver, hein, donc qui a tous les symptômes d'un cheval fourbu. Quelques heures après, hein, donc après l'application, on voit ici d'un fer en cœur, puis d'une résine de soutien, hein, qui vient en fait combler les trous qu'il y a dans les lacunes latérales et la lacune médiale de la fourchette, forme un appui beaucoup mieux réparti sur tout l'arrière du pied. Et là, en l'espace d'une heure, on voit ce cheval qui est dans la souffrance. Là, c'est le même cheval une heure après, simplement avec l'application de fer en cœur et de résine. Donc, voilà. Donc là, on peut constater aussi qu'au bout de 45 jours, ce cheval-là, quand on l'a récupéré, le fer est usé. Donc, ça veut dire que le cheval a repris une mobilité. Et donc, pour nous, c'est tout bonus, quoi. Donc maintenant, toutes les races en fait sont concernées, mais globalement, les chevaux de selle à fort gabarit et les poneys sont les plus impactés. Hein. Toujours de façon alors très statistique, hein, on constate que les mâles sont plus fréquemment atteints entre 7 et 10 ans, alors que les femelles le sont entre 4 et 6. Pourquoi? On ne sait pas exactement, mais c'est ce qu'on a pu constater. On constate aussi que les deux sexes sont impactés à valeur égale. Bon, le printemps, bien sûr, c'est la saison qui prédispose aux crises de fourbure, hein, à cause de la pousse de l'herbe déjà très riche en azote. Et en plus, les chevaux qui viennent de passer l'hiver dans les box, hein, dans les écuries, dès qu'ils sont dehors, ils consomment cette herbe très chargée en azote en excès, et surtout par gourmandise. Bon, bien sûr, toujours dans les risques, il y a ce qu'on appelle la fourbure de parturition, hein, c'est-à-dire la fourbure de poulinage, un poulinage difficile ou une délivrance mal effectuée qui est un facteur déclenchant.
qui cause la cause très souvent c'est un début d'infection qui peut aller jusqu'à une septicémie quoi. Et donc cette situation débouche quelquefois sur la déclaration d'une fourbure. Donc le coup de sang, qui est bien connu aussi hein, suite à un effort ou une exposition en plein soleil, une exposition prolongée en plein soleil, ça c'est des facteurs déclenchants. On sait aussi que dans l'alimentation, la consommation, bien sûr, massive, hein, je précise, hein, consommation massive de certains aliments comme les matières azotées, par exemple, le blé, le seigle, le maïs ou l'orge, les matières amidonnées, hein, comme les lentilles, les pois, les matières sucrées, la betterave, les mélasses, les tourteaux, toutes ces choses-là. Les fourrages aussi, il ne faut pas oublier, hein, l'herbe fermentée, un foin trop frais, une luzerne trop forte ou de l'ensilage. Tous ces aliments, bien sûr, en cas d'ingestion en masse, peuvent déclencher une crise de fourbure. Donc, en résumé, les aliments trop riches en protéines qui aboutissent à la formation d'histamine ou trop riches en glucides qui, eux, produisent de l'acide lactique provoquent la libération de toxines bactériennes dans l'organisme. Et c'est bien sûr le processus que je vous expliquais au départ qui va déclencher une crise de fourbure. Bien sûr, il y a aussi l'absorption massive et rapide d'eau froide. Hein. Après un effort, c'est un facteur à risque important. Je vous rappelle l'étymologie du mot, hein, fourboire, hein, qui voulait dire boire trop ou boire froid. Hein, c'est pour ça que sur les courses d'endurance, on fait boire les chevaux par petites quantités sur les vêtes-guettes et une eau qui est toujours à température, on va dire, ambiante ou un peu plus fraîche que la température ambiante, mais surtout pas de l'eau glacée et surtout pas de l'eau glacée à volonté. Voilà. Alors après, il y a d'autres causes. Hein. Il y a un état fébrile, un cheval malade hein, qui a la gourme, la grippe, enfin toutes ces choses-là. On a les déséquilibres hormonaux aussi qui peuvent déclencher une fourbure. Il y a tout un tas de choses. Il y a les médications aux stéroïdes. Il y a enfin bon, tout ça, je veux dire, c'est après, dans la mesure où on maîtrise pas tous les facteurs déclenchants, on peut en trouver autant comme on veut, quoi. Donc pour faire court hein, et pour résumer, une ponette gloutonne âgée de 5 ans en surcharge pondérale, ayant de mauvais pieds, traitée aux stéroïdes lors d'un poulinage au printemps, a potentiellement beaucoup plus de risques de déclarer une fourbure que les autres chevaux. Ceci étant, il arrive malgré que les chevaux soient en alimentation correcte, dans un poids correct et répondant à aucun de ces critères, avec un travail bien réglé, des terrains choisis, il arrive aussi que ces chevaux-là déclarent une fourbure. Voilà. Hein, donc, c'est pour les causes, voilà ce qu'on peut dire. Bien sûr, c'est pas ce que je vous ai raconté là, c'est pas une liste exhaustive. Hein, il y a certainement d'autres facteurs où je suis passé à côté. Globalement, la fourbure, on la divise en 3 phases. Hein, maintenant, on parlerait plus que 2 phases, mais pour faire un peu complet, donc il y avait ce qu'on appelait la phase aiguë, hein, qui correspondait au tout début de l'apparition des douleurs chez le cheval. Hein, donc le cheval était en crise, les douleurs étaient intenses. La deuxième phase qu'on appelait la phase de subfourbure, qui correspondait globalement au début des mouvements et des remaniements osseux, c'est-à-dire la bascule ou l'effondrement, et les douleurs étaient encore très très vives à ce moment-là. Et donc la phase la plus connue, qui est la phase chronique, qui correspond elle à la diminution des douleurs et à la fin des remaniements, c'est lors de cette phase que l'on peut constater en fait les séquelles constatées par la maladie, hein, le degré de bascule de la troisième phalange, l'incidence sur la locomotion ou la déformation de la boîte cornée. Voilà. Donc, je cherche ma diapositive suivante. Voilà. Donc, comment reconnaître un cheval qui déclare une fourbure, pardon. Bon, ben, les symptômes sont assez caractéristiques. Hein. Un cheval qui déclare une fourbure aiguë, globalement, on voit un cheval qui a du mal à se déplacer, hein, un cheval qui se trouve campé, hein, c'est-à-dire que les antérieurs sont vraiment étalés vers l'avant, les postérieurs souvent ramassés sous le cheval pour encaisser une partie du poids et soulager au maximum les antérieurs. Le plus souvent, les pieds sont chauds, bien sûr. Hein. On voit un cheval qui est souvent en état de transpiration, de fatigue, hein, un peu comme un cheval en colique. Quoi. Quelquefois, les gens confondent, ont vite fait de penser que le cheval est en colique alors qu'il est en train de déclarer une fourbure. Ceci étant, les deux ne sont pas forcément séparés.
Hein, donc après, on a tout un tas d'autres facteurs qui peuvent nous indiquer qu'on est sur une déclaration de fourbure. Hein, la température corporelle, par exemple, qui peut augmenter, hein, sachant que la température moyenne d'un cheval est comprise entre 37,5 et 38 degrés. Hein. Bon, forcément, après, il y a la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque qui peuvent augmenter. Hein, alors après, il y a tout un tas de choses, les muqueuses qui peuvent changer de couleur, tout ça, mais je veux dire, là, c'est plus du domaine du maréchal. Le maréchal, quand il arrive sur un fait comme ça et qu'il voit un cheval comme ça, qui est campé, qui se déplace plus qu'à les pieds chauds et tout ça, c'est appel du vétérinaire tout de suite. Mais là, si vous voulez en savoir un peu plus, il faudra revisionner les conférences de Marie Delru qui expliquent ça très bien. Donc à ce stade, quand le cheval est en crise, seul le phlébogramme, hein, comment révèle les troubles de la vascularisation. Après 72 heures seulement, la radiographie pourra confirmer les remaniements et la bascule de la troisième phalange. Hein, donc là, on a un phlébogramme, hein, c'est-à-dire, en fait, un phlébogramme, c'est le fait d'avoir injecté un produit radio-opaque dans le système vasculaire du sabot, et on voit les parties qui sont encore irriguées et les parties qui ne le sont pratiquement plus. Hein, là où il y a eu en fait l'ischémie. Et à côté, là, on a par contre une radiographie. Là, si on voit sur le phlébogramme, hein, on voit que les phalanges sont encore bien alignées, mais dans le bas, le fait d'avoir ce produit radio-opaque nous masque la troisième phalange. Par contre, sur l'autre radio, donc qui est prise, elle, après 72 heures, voire des fois beaucoup plus, là, on voit bien qu'il y a un désalignement complet des phalanges et surtout un désalignement complet de P3 par rapport à la face dorsale, hein, du sabot. Hein. Et là, on peut constater même que la face dorsale du sabot, elle est déjà bombée. Voilà. Donc, quoi faire quand on est sur un cheval comme ça, un cheval qui déclare une fourbure? De toute façon, ces soins là que je vais vous donner dans ces soins d'urgence, même si vous vous trompez que le cheval avait une simple colique, ça ne fera rien du tout. Hein, il y aura eu plus de peur que de mal, mais dans l'urgence, en fait, la règle à retenir est de forcer le cheval à s'appuyer au maximum sur ses talons et d'éviter toute pression sur la partie antérieure de la sole. Dans un premier temps, on évite les déplacements inutiles, hein, et on enraye la cause si elle est connue. Si vous êtes aperçu que votre cheval a dépouillé le poulailler, hein, s'est jeté sur le sac de blé, ces choses-là, ou si le cheval est en plein soleil, bon voilà, il faut tout de suite enrayer la cause pour avoir le maximum de résultats. Donc, pour pouvoir reporter l'appui sur les postérieurs, il y a quelque chose de très simple. Hein. On met une mousse avec des scotch, hein, type scotch américain, ou alors, mais là on ne le voit pas très bien sur cette photo, simplement un boudin de mousse collé sur l'arrière, hein, qui passe d'un talon à l'autre en passant sur la fourchette, fixé pareil avec des scotch américains. Une fois qu'on a fait ça, on appelle le maréchal et le vétérinaire, et eux prendront la décision de faire autre chose. Voilà. Donc ensuite, on a le maréchal et le vétérinaire. Alors, attendez, je crois que voilà. Donc, quand vous avez appelé votre maréchal et votre vétérinaire, forcément, eux vont décider d'un protocole de soins, hein, en choisissant une technique qui devra tenir compte, d'une part, de l'état de l'animal, bien sûr. Hein. Alors, l'état de l'animal, c'est l'âge, c'est le poids, c'est son état de santé général, c'est aussi l'intensité de la douleur, hein, sachant que moi, personnellement, j'aime pas travailler sur un cheval fourbu quand le vétérinaire m'a anesthésié, a fait une anesthésie locale, pour une raison simple, c'est qu'on s'endort un petit peu sur le travail et le cheval ne souffre plus, mais par contre, il continue à désengrainer ses tissus podofilaires, et ça, c'est pas terrible, quoi. Donc, je préfère prendre le pied beaucoup plus souvent, le reposer beaucoup plus souvent. Voilà, donc il y a l'état de l'animal, il y a les structures aussi, les structures disponibles pour la convalescence, hein, du cheval. Donc là, savoir si le cheval va pouvoir être mis au box ou en stabulation, si dans la structure où le cheval est hébergé, si on dispose d'un paddock, d'un pré, toutes ces choses-là, on réunit toutes ces informations et après, on choisit un protocole de soins. Donc, on va aussi tenir compte des dispositions du propriétaire, hein, ces dispositions de temps, s'il a du personnel pour s'occuper du cheval, ce qu'il attend de son cheval, si c'est une simple reprise de locomotion ou s'il compte le remettre en compétition un jour. Et puis, bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Hein, il y a aussi, il faut tenir compte de sa disposition financière parce que le soin sur un cheval fourbu, ce sont des soins très longs
et qui bien souvent sont onéreux. Hein. Donc il faut partir dès le départ avec tous ces éléments-là pour pouvoir établir un protocole qui tiendra la route pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire le cheval, le propriétaire et le maréchal et le vétérinaire. Donc, comme je vous l'expliquais au début de cet exposé, le fer en cœur associé à une silicole de soutien, c'est aujourd'hui la prescription pardon, la plus courante. Mais dans certains cas, pour de multiples raisons, ce choix peut être orienté vers d'autres techniques. Hein. On a le cas numéro 1, par exemple, où là, le cheval n'est pas ferré. Hein, donc, pour plein de raisons, on ne le ferra pas. Donc, on pratique en fait de chaque côté du sabot une rainure dans le sens des tubules de corne, comme si on voulait fabriquer une sème, en fait, hein, donc de chaque côté, latéralement et médialement. Et on raccourcit la hauteur de paroi. Donc là, je vais essayer voilà, de choper le petit pointeur. Voilà. On raccourcit la hauteur de paroi de la sème jusqu'à la partie, jusqu'à la pince du pied, en fait, de façon à diviser le sabot en deux parties vraiment distinctes, ce qui implique un appui à 100% sur les régions postérieures. Hein, donc ça, c'est une méthode qui peut être utilisée. Dans le cas numéro 2, ça peut être aussi en cas de pansement à renouveler souvent sur la sole. Hein. Si on a un fer cloué ou une résine de poser, il est difficile après de changer les pansements. Alors ça s'adresse plus souvent sur des fourbures où la troisième phalange a perforé la sole, hein, et cette phalange est apparente en dessous. Donc il faut soigner, désinfecter cette plaie en fait. Donc le système que moi j'ai trouvé le mieux, c'est un système à vis. Hein, en fait, on soude des très grands pinçons, on perce ces grands pinçons euh, à peu près au diamètre comme une mortaise. Hein, et ensuite, on met des vis qui sont simplement serrées sur la paroi, ce qui permet d'éviter toute percussion, tout désagrégement de la paroi qui est déjà fragilisée. Et donc le cheval, en fait, supporte très bien le fait qu'on lui enlève ce fer-là, qu'on fasse ses soins et qu'on lui remette ce fer-là. Il n'y a pas de percussion, il n'y a rien du tout en sachant qu'il faut serrer quand même modérément. Voilà. Donc la troisième technique, alors là, quand on a un sabot, donc là, c'est pas moi qui ai traité ce cas-là, hein, c'est Stéphane Bréhin, un de mes anciens élèves, que je remercie de m'avoir fourni ces photos-là. En fait, quand on arrive sur un pied fourbu à ce niveau-là, on voit que la sole, la fourchette sont en appui complet sur le sol, et par contre, la paroi se retrouve décollée du sol de plusieurs centimètres. Donc là, il n'est pas possible d'appliquer un fer, même avec une très grande ajusture, même avec tout ce qu'on peut faire. Il est très compliqué de mettre ce fer-là. Hein, donc aujourd'hui, on a des techniques avec des résines qui sont très bien adaptées pour ça. Hein. On coule une résine en forme de fer à planche dans un premier temps. Hein. On voit sur la dernière image, ici, on voit bien un fer à planche. Ensuite, on rajoute une seconde planche, hein, qui en fait vient faire l'effet du fer en cœur. Et tout ça, c'est fixé toujours avec de la résine sur la paroi et on obtient a priori de très bons résultats. Hein. Bon, forcément, c'est un peu plus onéreux, mais pour le cheval, c'est quand même un très grand confort et ça marche relativement bien. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui que en fait, la stabilité très rigide d'un fer sur le sol implique des contraintes importantes sur les tensions des différents tendons lors du déplacement. Donc, ces tensions sont principalement axées sur le tendon fléchisseur profond, qui induisent une force sur la troisième phalange, qui favorise encore plus sa rotation. Donc là, on pousse tout à ce que ça aille mal, hein, en mettant un fer un peu rigide comme ça. Donc, suite à ces constatations, de nouvelles techniques sont mises en place avec la pose de fer dont la surface, en fait, en contact avec le sol est bombée. Pour les maréchaux, ils comprendront, c'est comme un fer en fait qui serait en ajusture en bateau. Hein, c'est-à-dire que ça forme un double rolling. Hein, la pince et les éponges ne touchent pas le sol, ce qui diminue considérablement les tensions exercées sur P3. Hein. Donc ça semble être une très bonne chose. Moi personnellement, j'ai encore jamais utilisé cette technique-là. Avant de préparer cette conférence, je me suis un petit peu renseigné. A priori, ça donne de bons résultats. Il y a aussi un effet, m'a-t-on dit, massant, hein, c'est-à-dire que le cheval est en perpétuelle bascule, mais on sait que c'est un cheval qui ne va pas beaucoup se déplacer. Et en fait, cet effet de massage a une activité très positive sur la vascularisation du pied. Et donc, c'est exactement ce qu'on recherche. Hein. Donc, il est couramment appelé faire rock'n'roll. Hein. Donc, voilà. Donc,
Globalement, aujourd'hui, c'est encore le fer en cœur avec une silicone de soutien qui est le traitement le plus fréquent, hein. L'avulsion de paroi, hein, donc le fait de retirer la paroi sur la face dorsale du sabot, c'est pas systématique, hein, mais globalement, voilà, c'est ce qu'on utilise le plus, hein. Donc la ferrure suivante, donc là on parle bien donc de la ferrure d'attaque, hein, c'est-à-dire quand on trouve le cheval en état de fourbure chronique, on essaye de lui faire ce traitement-là, fer en cœur, silicone et avulsion. Ensuite, à la deuxième ferrure, on peut renouveler la ferrure, hein, donc en mettant toujours un fer en cœur avec une silicone de soutien. Par contre, l'avulsion, on la laisse comme elle était. Euh, on n'en fait pas. S'il y en avait une, on n'essaye pas de regratter dedans. Normalement, les remaniements au bout de 3 semaines, un mois, n'iront pas plus loin. Donc, il n'y a pas besoin de refaire l'avulsion. Ensuite, on peut renouveler la ferrure une troisième fois avec une ferrure en cœur, mais sans silicone, parce que théoriquement, si tout s'est bien passé, la solidité de l'arrière du pied s'est bien reconstituée, donc on n'a plus besoin de répartir toute cette force, tout ce poids en tenant compte, en répartissant sur les barres et sur la sole. Et puis, ben, par la suite, on a un retour progressif à un ferrage classique, hein, une reprise progressive du travail aussi. Par contre, ce qu'il faut absolument chercher, c'est au plus vite à ce que le cheval se redéplace, hein, de façon à ce que les pressions et le système de pression, compression, décompression du bourrelet périoplique, du bourrelet principal, pardon, hein, donc à l'origine de la paroi, cette vascularisation se fasse au plus vite et au mieux, hein, de façon à ce qu'on gagne très très vite une bonne corne. Hein, voilà. Donc le déplacement, forcément, c'est le meilleur allié de toute façon, comme on dit, hein, le mouvement, c'est la vie. Donc quand le cheval commence à se redéplacer naturellement sans qu'on le force, soit en lui mettant son avoine d'un côté, l'eau de l'autre côté. Donc s'il se déplace naturellement, on est sur la bonne pente, quoi. Le cheval est en bonne voie de guérison. Donc bien sûr, moi, cette chronologie de traitement que je vous donne, c'est un peu un traitement, une chronologie un peu idéale, mais on sait très bien que d'un cheval à l'autre, on va changer cette chronologie. Il faut en fait l'adapter, et là, il y a pas à tortiller, il faut être en contact étroit avec le vétérinaire qui, lui, a des produits et voit le traitement qu'il peut adapter au cheval et peut nous conseiller sur le type de ferrure qu'on peut adapter. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir surtout de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est que c'est une pathologie bien sûr très grave, hein, on a vu, qui peut aller au décès du cheval, hein. C'est aussi une pathologie dont les séquelles sont fréquentes, hein. Alors ces séquelles, elles peuvent être invalidantes, mais pas forcément, hein. On a des chevaux qui au bout d'un certain temps, on finit par reprendre leur activité. Et j'ai même des chevaux qui ont repris la compétition sportive, après avoir été soignés de fourbure. Hein, j'ai le cas, par exemple, une ponette à Flinger qui avait été fourbue des 4 pieds, dont 3 pieds avaient été traversés, c'est-à-dire la troisième phalange était apparente au niveau de la sole. On a réussi, alors là, dans une chronologie plus longue que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, on a réussi à lui reconstituer les pieds. Elle a fini par reprendre son activité, donc une activité d'attelage, ce qui n'est pas vraiment recommandé après une fourbure, mais elle a repris cette activité. Elle a même refait des poulains derrière. Et je crois même qu'elle a servi à des meneurs débutants à faire des petites compétitions d'attelage. Donc tout n'est pas perdu quand un cheval est fourbu. Et alors, bien sûr, le dernier volet, hein, c'est pour que tout ce que je viens de vous expliquer et tout ce que Marie Delru a pu vous expliquer dans les 2 premiers volets, il faut surtout être à l'écoute de l'équipe soignante, hein. À mon avis, ça fait 50% du travail, hein. C'est que le vétérinaire, le palefrenier, le propriétaire, l'utilisateur, le cavalier et le maréchal ferrant, bien sûr, il faut que ces gens-là travaillent la main dans la main, parlent beaucoup, le moindre petit détail peut avoir qui pour le palefrenier par exemple ou le propriétaire n'est qu'un tout petit détail, peut pour nous être une grande avancée, quoi. Donc il faut surtout communiquer. Voilà. Donc ma présentation
se termine ici. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout si vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ma collègue me les transmettra et j'essaierai d'y répondre dans le plus justement possible. Voilà. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques questions, donc pour moi c'est parfait. Donc, je la lis je découvre les questions en même temps que vous, donc voilà. Donc, le, pourquoi est le conseil bien changé? Ah oui. On conseillait, pourquoi les vétérinaires avant les années 90, conseillaient de déférer le cheval et le laisser bouger. Alors, ben, parce qu'on ignorait encore pas mal de choses. Moi, j'aurais tendance à dire, alors là, par contre, c'est mon expérience personnelle, c'est que moi, j'aurais tendance à pas déférer le cheval, justement, pour pouvoir constater l'étendue des dégâts avec le vétérinaire et pouvoir après prendre la décision, soit si c'est une petite crise de fourbure, de pouvoir le laisser ferrer avec les fers qu'il a, et puis pourquoi pas rajouter un silicone là-dessous. Maintenant, si à l'issue des radios ou du phlébogramme, quand c'est possible, si le vétérinaire me dit non, non, c'est une grosse crise de fourbure et il y a un gros remaniement, là, on va faire souffrir un peu le cheval en le déférant, hein, même si on fait clou par clou, ça nous oblige quand même à le mettre en appui sur le pied opposé. Et là, par contre, on passe à un type de traitement comme je vous ai dit. Hein, mais moi, personnellement, je préfère attendre l'arrivée du vétérinaire et on prend la décision. De toute façon, il n'y a pas de temps de perdu. Il n'y a pas de temps de perdu si le cheval reste ferré. Voilà. Alors donc la question numéro 2, donc je la lis, c'est connu depuis très longtemps que l'azote n'a rien à faire dans la fourbure. Pourquoi l'avez-vous noté dans les facteurs à risque? Alors, si vous avez suivi un petit peu mon exposé, en fait, j'ai voulu partir parce qu'on voit tellement de choses sur la fourbure, on entend tellement de choses, mais on ne sait pas toujours pourquoi, comment telle ou telle chose a été faite sur les chevaux. J'ai voulu partir du tout départ en expliquant que au départ on pensait que c'était voilà un afflux de sang, point. Et puis venir jusqu'à aujourd'hui, effectivement, j'aurais pu dire à la fin que l'azote n'avait pas grand chose à voir avec les risques de déclaration de fourbure. Mais je me devais de passer par cette étape-là quand même, parce que on entend toujours dire quand même partout que c'est toujours d'actualité, quoi. Mais bon, je veux dire, là, je me noie pas dans cette réponse, dans la mesure où c'est plutôt une réponse, là, c'est plus un aspect vétérinaire, un aspect clinique, et moi, je maîtrise pas exactement ce domaine-là. Hein, moi, c'est plus l'aspect mécanique, l'aspect vraiment sur le cheval. Voilà. J'espère avoir été un peu clair. Voilà. Ensuite, pour les chevaux ne portant pas de fer et n'en porteront jamais, pouvez-vous nous donner les grandes lignes d'un parage pour un fourbu? Eh bien, c'est un petit peu, si on regarde, alors je ne sais pas si je peux revenir sur les diapositives, je pense que oui. Voilà, on va voir ça tout de suite. Voilà. Eh bien, en fait, moi, le conseil que je peux donner, hein, il faut garder toujours à l'esprit qu'il faut dégager au maximum l'appui sur la partie antérieure du sabot. Donc, en fait, la diapo que j'avais ici avec le premier cas de soin justement sans ferrage, hein, c'est-à-dire les deux rainures de chaque côté, ça me semble le plus approprié. Hein. Maintenant, un jeune cheval qui déclare une fourbure, c'est quand même assez rare et, on ne peut pas forcément savoir dès le départ qu'il n'aura jamais de fer, ce cheval-là. Hein. Mais si vous voulez, pour répondre un peu à cette question-là, voilà, moi je serais partisan des deux rainures de chaque côté et de mettre au maximum l'appui sur les parties postérieures. Quitte même, si vous osez pas faire les rainures, mais ce serait dommage, quitte même à mettre simplement une mousse bien fixée sous les parties postérieures, au moins durant la première quinzaine de traitement après la déclaration de la fourbure. Voilà.
Ensuite, question numéro 4. Pour favoriser l'appui, pourquoi ne pas simplement baisser les talons et raccourcir la paroi autour? Euh, Alors, si on raccourcit la paroi, en fait, on va se retrouver avec une fourchette à l'appui. Et là, je pense qu'après, on va avoir un problème de vascularisation de la chair veloutée, hein, sur les parties postérieures. Alors, déjà, on a perdu cette vascularisation par une ischémie sur la face dorsale du podophile. On a aussi forcément perdu la vascularisation sur le dessous, le dessous de la troisième phalange, hein, au niveau de la bascule, là où la pointe de la phalange va appuyer sur la sole. Donc, si en plus on se démunit du dernier appui qui nous reste, hein, en enlevant les talons de la paroi et en mettant la fourchette au contact, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Maintenant, y a peut-être des recherches qui sont faites là-dessus et qui aboutiront sur quelque chose, hein. Là, je vous parle vraiment, c'est mon avis personnel. Voilà. Ensuite, question numéro 5. Euh, alors, la question numéro 5. Avec le système à vis, vous transférez le poids du cheval à la partie qui est en train de détacher de la troisième phalange. C'est paradoxal ou absurde? C'est vrai que ça peut être paradoxal. Bon, ce que j'ai expliqué au départ aussi, c'est que la fourbure, tout dépend à quel moment on est appelé. Hein, quand on est appelé dès le départ, en fait, on n'a pas encore de déformation de la boîte cornée. Là, si vous voyez, ça tombe bien, je suis sur la bonne diapo. Si vous voyez ce pied de cheval, si je lui avais pas enlevé cette fenêtre là, on a affaire pratiquement à un pied complètement sain. Hein. Il a vraiment fallu faire des radios pour voir que la bascule était effective de la troisième phalange. Et donc sur un pied un pied sain comme ça, où la corne est encore saine, je pense qu'on a tout intérêt à faire ça, plutôt que de mettre des clous. Où là, forcément, à chaque fois qu'on met un clou, on fait un trou et là, on détériore. Hein. Donc, moi, c'est un système que j'avais trouvé, que j'avais un petit peu, on tâtait un petit peu à cette époque-là, comment faire pour faire des plaques amovibles. On savait pas trop, on voulait pas mettre trop de poids. Et en fait, ça a très très bien fonctionné. J'ai eu l'occasion de le faire à 3 reprises et ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, je m'amuserais plus à faire ça. Je préférerais faire la troisième technique, une prothèse en résine, où là on n'est pas embêté du tout. Il suffit simplement, si on voulait faire un soin à ce niveau-là, et qu'on était obligé de résiner, il suffit de mettre un coup de rogne-pied, d'enlever la plaque, la partie de résine qui nous gêne, on fait le soin, on remet de la résine par-dessus et le tour est joué. Hein. Mais bon, vu que je vous ai expliqué au départ que je faisais un peu un historique de la fourbure, c'est des phases de traitement qui ont évolué au fur et à mesure. Donc la question numéro 6, pouvez-vous donner des conseils d'entretien des pieds pour une ponette en fourbure chronique? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà d'avoir bien enrayé. Très souvent, hein, chez les poneys, c'est un problème d'embonpoint et de manque de travail, hein, quand les poneys déclarent de la fourbure. Donc, déjà, la première chose, c'est de régler ce problème-là. Et ensuite, vraiment pour répondre à votre question sur l'entretien des pieds pour une ponette en fourbure chronique, c'est de voir un maréchal très fréquemment. En fait, si on considère en moyenne qu'un cheval doit être un cheval pieds nus en entretien régulier. Le maréchal doit le voir, on va dire, tous les 3 mois pour rétablir un petit peu l'aplomb. Ben là, s'il faut y passer tous les mois et demi, il vaut mieux que le maréchal voie la ponette tous les mois et demi et puis descendre, en fait, essaye de rétablir à chaque fois un aplomb naturel, hein, que le visuel, en fait, revienne à un pied naturel. C'est-à-dire, grosso modo, c'est descendre un peu les talons sans excès, hein, parce que je vous rappelle que si on descend les talons, eh bien, on va faire une tension sur le tendon fléchisseur profond, et donc on va inciter la phalange à continuer à basculer. Hein, donc on descend raisonnablement les talons, mais surtout on enlève toute cette corne en face pariétale, en face dorsale du sabot. On enlève toute cette corne qui pousse complètement anarchiquement. Hein, et on en profite aussi, parce que c'est souvent le cas, au niveau de la sole, très souvent situé sur l'apex de la fourchette ou en périphérie de l'apex de la fourchette. Hein, donc l'apex, l'endroit où la fourchette se noie dans le milieu de la sole.
on essaye de surveiller quand il n'y a pas d'infection qui se reproduit. Il y a très souvent, quand la ponette est en fourbure chronique, des abcès qui apparaissent. Donc le fait de passer tous les mois et demi, tous les 2 mois, c'est très bien pour une ponette en fourbure chronique. Voilà. Ensuite, j'ai la question numéro 7. Que pensez-vous de la méthode Strasser dans un cas de fourbure? Alors, très honnêtement, la méthode Strasser, je ne la connais pas. Moi, je suis un petit peu ouvert à tout. Hein, donc, pour ceux qui ne savent pas, je pense que la méthode Strasser, c'est la méthode en fait où on laisse les chevaux déferrer. Et effectivement, j'ai entendu que certains cas de fourbure avaient été traités sans fer. Moi, personnellement, je suis d'une génération où j'ai toujours traité les chevaux avec des fers. Alors, moi, j'ai jamais connu la période du fer Schneider, hein, le premier fer. Par contre, au fur et à mesure de l'avancée, on a essayé d'affiner, d'alléger cette ferrure-là. On a essayé aussi de changer le système de fixation, hein, d'arrêter les clous et de passer soit à des vis, ou alors pour arriver à des méthodes comme comment on appelle ça, la prothèse complète en résine. Et si on regarde bien la méthode complète en résine, en fait, on se rapproche tout doucement de ce que peut être la méthode Strasser. Donc, je vous avoue, je ne connais pas beaucoup, mais moi, je suis ouvert à tout. Pour l'instant, tous les résultats que j'ai obtenus avec des ferrures évolutives ont été, depuis qu'on a maintenant des connaissances scientifiques sur la fourbure, ont quand même été, j'ai eu beaucoup de résultats. Maintenant, effectivement, si un jour on pouvait trouver une technique où il n'était plus question de poser ni de fer, ni de résine et tout ça, et surtout où le cheval a une réponse assez immédiate à la douleur, enfin, donc justement, assez immédiate, où il perd la douleur quand on lui met ses parties postérieures au contact du sol, hein, en appui, moi je serais, oui, favorable. Moins on va en mettre sous les pieds des chevaux, mieux ce sera. À mon avis, mieux ce sera. Hein, parce que moins on en met, moins on aura à en retirer et moins on sera agressif sur le pied. Hein, donc voilà. Maintenant, là, je peux pas en dire plus parce que je ne connais pas. Moi, pour l'instant, j'ai toujours traité avec de la résine, toutes ces choses-là. J'ai de bons résultats. Donc, pourquoi pas, peut-être je changerai. Voilà. Ensuite, question numéro 8. Pour le parage, que pensez-vous du fait de tronquer la pince sur une ponette Shetland en fourbure chronique? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. En fait, si on prend sur ce pied-là, le fait de tronquer la pince, il faut la tronquer jusqu'au maximum qu'on puisse, sans non plus affaiblir complètement le sabot. Alors après, je veux dire, s'il reste des stries de croissance, hein, des bourrelets, que la face pariétale fasse des bourrelets sur le pied, je veux dire, si c'est qu'un problème esthétique, il ne faut pas s'embêter, on peut les laisser. Par contre, le fait de raccourcir la pince, de tronquer la pince, ça a quand même un très très gros avantage, c'est que vous raccourcissez le bras de levier. Donc je vous rappelle qu'au tout départ, sur les premières diapos, je vous avais montré qu'on assistait à un arrachement, à un désengrainement des feuillets de chair par rapport aux feuillets de corne. Et donc, si on laisse la pince pousser anarchiquement comme ça, à chaque fois que le cheval va marcher, quand la paroi va venir au contact du sol, ça va faire un bras de levier important qui va continuer de provoquer mécaniquement un désengrainement du podophile et du kéraphile. Donc moi je pense que c'est une bonne chose de tronquer la pince. Bon, maintenant quand on la tronque un peu loin, on tombe sur des tissus un peu sanguinolents, ça implique de désinfecter. Après, c'est à voir avec le vétérinaire. Voilà, on en revient toujours à la même chose, c'est que quand on est sur des cas un peu particuliers où on arrive à des saignements, il faut que le vétérinaire soit présent pour qu'on puisse décider si on peut aller plus loin ou s'il vaut mieux arrêter. Voilà. Mais globalement, pour répondre à votre question, moi je suis assez favorable à raccourcir la pince. Donc ensuite, question numéro 9. Peut-on poser des fers en cœur pour prévenir une éventuelle fourbure, risque d'endotox pour ma part? Merci. Alors, moi personnellement, le fer en cœur préventif, j'y crois pas de trop. Hein, parce que si on regarde l'aspect très mécanique du fer en cœur, c'est de répercuter les pressions
au maximum sur l'arrière du pied, hein, par le biais donc du cœur et comment de la silicone de soutien, hein, qu'on va mettre. Il faut savoir qu'un fer en cœur, quand il est bien posé, il est très efficace pour soigner ou des fois simplement amoindrir la douleur du cheval en période de fourbure aiguë. Mais par contre, s'il est mal posé, c'est la catastrophe. Là, j'imagine que si on met ça en préventif, l'effet ne va pas être le même parce que déjà le cheval, si c'est en préventif, votre cheval va être sur ses quatre membres en appui, on va dire d'aplomb correct, alors que le cheval fourbu, on l'a vu au début, hein, était très campé sur ses antérieurs. Donc là, le fer en cœur venait vraiment soulager les parties qui étaient le plus en pression. Alors, si on met un fer en cœur avec une silicone de soutien sur un cheval où on suppose qu'il va nous faire une fourbure parce que on a une suspicion là-dessus, j'ai peur qu'en fait, on commence à utiliser quelque chose, à mettre des pressions dans le pied, alors qu'il n'y a pas besoin d'en mettre, quoi. Donc là, je serais pour le coup, je serais non plutôt défavorable à cette éventualité-là. Voilà. Ensuite, dixième question, que pensez-vous des fers qui se collent sur le sabot? Très bonne chose. Très très bonne chose. Moi, en fait, si vous regardez bien la dernière diapositive, enfin celle qui est toujours à l'écran, j'espère que vous la voyez toujours. Quand on regarde cette diapositive avec cette résine, en fait, les fers qui sont collés sur le sabot, c'est un peu la même chose, hein. Sauf que là, on vient bien, la résine va bien venir épouser les creux et les bosses, hein, pour pouvoir bien venir porter sur la paroi, alors qu'avec un fer collé, le fer collé sur le sabot va simplement venir soutenir, enfin, se fixer sur la paroi. On aura quand même pas mal d'endroits où on va avoir des entrées bactériennes, enfin tout un tas de choses, ça va être un peu compliqué. Mais c'est quand même beaucoup plus simple et plus rapide de poser un fer collé que de faire une prothèse du type qu'on a ici en bas, hein, parce que cette prothèse-là, elle est coulée en plusieurs fois, hein. Je vous ai dit, on fait d'abord un fer, ensuite un fer à planche, et on rajoute après une surplanche qui vient en fait combler le reste. Alors qu'un fer collé, bon ben on colle en une seule fois, quoi. Donc après, ça revient un petit peu à la diapositive où j'expliquais que le choix du protocole de soins qu'on va décider avec le vétérinaire, justement, on va le choisir à ce moment-là. Est-ce qu'il vaut mieux un fer collé parce qu'on a très peu de temps, le cheval ne se tient pas du tout sur son pied. Donc, on arrive. Après, c'est un choix qu'il faut faire selon les cas, selon les disponibilités, et voilà. Donc voilà, là j'ai eu un petit changement dans le chat. Alors, je vous prie de m'excuser un petit peu parce que j'ai eu du changement dans le chat et je n'arrive pas à lire. Donc, j'en étais à la question numéro 10, mais a priori, ça s'arrête à la question 5. Alors, je vous prie de m'excuser un petit peu. Je suis en contact avec mon animateur qui me gère les questions. Et j'avoue que je suis un petit peu perdu. Alors, là, j'ai une question où j'ai un petit peu de mal à comprendre le sens de la question. Donc, pour apporter une réponse, ça va pas être très simple. Je vois que la question.
Ah oui, donc mon animateur me marque que c'est peut-être. Voilà. Oui, je vois que on me demande, la paroi ne porte pas le poids du cheval, c'est la fourchette et la sole. Alors ça, c'est deux écoles, hein. Moi, je suis plutôt de l'école où c'est la paroi qui touche le sol et le cheval est suspendu dans sa paroi. Je sais qu'il y a une autre école qui dit que non, c'est au contraire la fourchette qui vient au contact du sol et qui porte le poids du cheval. Moi, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu mais il faudra que je creuse la question. C'est que si la fourchette est réellement au contact du sol et porte réellement le poids du cheval, on a un problème à un moment donné sur la comment sur la chair veloutée, hein, un problème de circulation sanguine qui va plus se faire. Hein, mais là, j'avoue que sur un sujet comme aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de répondre parce que j'ai pas trop d'éléments, j'ai pas trop d'éléments de réponse en fait. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus de questions. Hein, si vous n'avez plus de questions, je vais attendre un petit peu si des fois il y en avait encore quelques-unes. Bon, bah écoutez, a priori, j'ai plus de questions. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Il y a sûrement, en 15 minutes, 15-20 minutes, c'est très compliqué de survoler un sujet comme ça. Hein, donc, j'espère qu'avec les trois conférences mis bout à bout, vous aurez eu réponse ou tout du moins des éclaircissements à vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle que cette présentation est téléchargeable. Hein, donc, vous allez voir apparaître une diapo qui vous permettra de savoir par quel procédé le faire. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, hein, en espérant vous retrouver sur un autre sujet de maréchalerie que je préparerai ultérieurement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté.